capitale cosmopolite, grande ville européenne, centre mondial de l'art, de la mode, de la gastronomie mais aussi de la culture. Endroit parfait pour suivre l'évolution des diasporas du monde. Outre les monuments comme la Tour Eiffel et la cathédrale gothique Notre-Dame du XVIIe siècle, la ville est teinte de plusieurs cultures et civilisations venant d'ailleurs. C'est dans ce paysage urbain, traversé par des larges boulevards et la Seine, que nous allons essayer de trouver des réponses claires sur les questionnements historiques des diasporas africaines. Nous, ce qu'on fait, c'est de la cuisine soul food. La cuisine soul food, c'est vraiment la cuisine typique afro-américaine qui vient pour une grosse partie des plats de ce que mangeaient les anciens esclaves et qui s'est développée ensuite dans les repas du dimanche, après l'église, etc. Donc c'est la cuisine afro-américaine. Donc maintenant, dans cette cuisine afro-américaine, en fait, on retrouve beaucoup d'éléments qui viennent d'Afrique. Après avoir avalé de la bonne soul food comme premier repas du séjour chez Gombo Yaya, je me retrouve sur une trottinette dans les rues de Paris pour démarrer mon aventure. Nous nous rendons tout de suite chez Argo, une agence créative qui a su valoriser les quartiers populaires. Elle a été créée par Abio, jeune entrepreneur originaire du Nigeria et du... Partie toi-même de cette diaspora est considérée comme un atout que tu sois en train de travailler avec des entrepreneurs africains, je veux dire. Oui, quand même, parce qu'ils savent que je connais à peu près les différents tissus, parce que notamment pour la Côte d'Ivoire, donc il y en a plein ici qui me sollicitent, qui me posent des questions sur le tissu économique, qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce que je sais dessus, quelles sont les activités qu'ils ont envie de développer. Donc je leur donne d'une part mon point de vue en tant qu'Africain, en tant que personne issue de la diaspora, mais aussi cette expérience professionnelle liée à la comptabilité, à la gestion. Aussi, c'est quelque chose qui les rassure. Parce qu'ils se disent, c'est quelqu'un qui comprend ce dont j'ai besoin. Honnêtement, moi je trouve que la diaspora aujourd'hui a toutes ses chances de réussir. Pourquoi ? Parce que nous sommes de plus en plus nombreux à avoir des profils qui permettent de réaliser vraiment une activité économique entre nous. Je ne dis pas de se centrer entre nous issus de la diaspora, mais je veux dire que dedans on peut trouver des compétences en fonction des différents métiers qu'on veut toucher, soit sur du conseil, soit sur de l'accompagnement et tout ça. Donc, quelque part, cette communauté-là a un poids. Parce que dedans, à partir du moment où vous créez une communauté stable, à partir du moment où dans votre communauté, vous avez des personnes qui ont besoin de votre service et des personnes qui vous permettent de réaliser ce service, de pouvoir le mettre à la disposition des autres. Et aujourd'hui, je me rends compte que de plus en plus de gens de la diaspora ont envie d'entreprendre. Donc, ils ont envie d'entreprendre ici et ils ont surtout envie d'entreprendre dans le but de vraiment faire rayonner un peu l'Afrique. Donc faire réunir nos différents pays dont on vient. J'avoue que j'adore ces deux mecs, Abio et Adama. Ce sont de très bons entrepreneurs dynamiques et créatifs. Pour le temps passé avec eux, ce sont de véritables modèles de réussite. Adama Silla est expert comptable. Il a pour objectif spécifique d'accompagner les entrepreneurs issus de la diaspora africaine en Europe. Maintenant, nous mettons le cap sur la Philharmonie où nous attend Heidi, un proche compagnon de Fela Kuti. J'ai quelque chose à vous dire, parce que le culture africain, ça nous concerne. Malheureusement, on nous divisait, on disait les Africains, les machins. Nous sommes tous les Africains, quelque part, grâce à l'évolution de l'homme. Si les premiers Homo sapiens n'ont pas quitté l'Afrique, nous serons tous noirs sur Terre. Voilà pourquoi elle a dit
you Africans listen to me with, as Africans, and you non-Africans listen to me with an open mind, avec l'esprit ouvert. Vous prenez plutôt la cohabitation des races sans aucune distinction. Parce que c'est ça liberté, égalité et fraternité. Liberté d'exprimer qu'est-ce que je pense. Égalité, on est tous égaux. Il n'y a pas un qui est blanc, un français de souche et l'autre qui n'est pas français de souche. Et fraternité, c'est quoi? Le monde nous oblige, pas sans qu'il peut vivre en isolation. Et pour quelqu'un qui a mené un combat aussi engagé auprès d'un artiste qui était aussi engagé comme Fela Kuti, quel est votre regard sur l'immigration et la diaspora africaine en général? C'est triste qu'on ait tous oublié l'histoire. Moi, j'ai vu l'extrême droite française, j'habite ici depuis 30 ans. J'ai vu l'extrême droite française qui n'arrête pas de parler de tous les malaises de la France et l'immigration. Tout ce qui est mauvais, c'est l'immigration. Ce n'est pas les codes de l'immigré qui battent leurs femmes ici. Ce n'est pas le code de l'immigré qui fait le fémicide ici. Et si on va aller loin, moi je dis, des gens qui revendiquent, qui critiquent les immigrés, ils ont oublié, ils font la même, ils ne m'ont pas, comment placer. Des gens là ne m'étonnent pas, parce qu'il n'y a aucune génération spontanée dans ce monde. Chaque génération vit avec qu'est-ce que les générations avant eux fait. Alors Mamakosa, c'est un restaurant afro-descendant. Ouais. L'objectif, c'est de raconter l'histoire et le parcours de la diaspora en réalité. Comment elle s'ouvre sur le monde. Et justement, nous, on est là pour la mixer entre elles. C'est un carrefour culturel. D'accord. On est dans le 18e, on est à Paris, on est dans le quartier, je pense, qui représente le plus de communautés différentes. Et on a la chance, en tout cas, nous, de vouloir et de pouvoir réunir différents âges, différentes personnalités, différentes classes sociales et aussi différentes origines. C'est un carrefour culturel. Quel est ton regard aujourd'hui, le regard que tu portes sur le phénomène d'immigration? Il a plusieurs vitesses, Ouais. déjà. Ouais. Il a plusieurs rapports. Et le phénomène, on l'observe, nous, aujourd'hui, autant dans nos équipiers, autant dans les personnes qui viennent savourer un plat ici. Et l'idée, c'est de pouvoir raconter, rassembler, fédérer autour des cultures afrodescendantes. Mon gars Margie, comment tu vas? Écoute, on est jeudi soir, il y a de l'ambiance, je suis vivant, je vais bien. Selon toi, quelle est la meilleure manière d'assumer son identité? La meilleure manière, il n'y a pas une manière. En fait, dès le moment où tu as la peau noire, déjà, tu es obligé d'assumer, tu ne peux pas te cacher. Donc maintenant, il faut être conscient qu'on est noir, qu'on vient d'Afrique et il ne faut pas avoir honte de ses origines, il ne faut pas avoir honte de ses traditions, il ne faut pas avoir honte de ce qu'on est. La diaspora africaine à Paris, ce qui est bien, c'est qu'à Paris, elle est très présente parce que les Noirs qui sont ici, ils savent d'où ils viennent. Ça me semblait important qu'on présente les régions d'outre-mer sous un autre angle que celui toujours de l'amusement et qu'on les présente vraiment sous un angle de la culture, ce qui est très important pour moi. Et donc dans la librairie, vous avez à la fois de la littérature, donc des romans, des essais, des pièces de théâtre,
Mais il y a aussi des livres qui parlent de l'esclavage, des livres historiques, des livres qui parlent d'écologie, des livres qui parlent de musique, de cuisine. En fait, c'est un peu comme une librairie généraliste, mais c'est juste que le fil rouge, il faut que ça concerne les Caraïbes, que ça concerne les régions françaises outre-mer. Le contenu sera souvent des œuvres qui revendiquent la cause noire, qui vont dans ce sens-là. Est-ce que cela fait de vous une activiste à votre manière? Je pense que tous les libraires sont un peu des activistes, puisqu'on a envie de promouvoir la culture et de défendre des causes. Donc oui, si on veut, je peux dire que je suis une activiste pacifique. Ça va, du moment où c'est dans le bon sens. Je pense que les gens qui vivent à Paris peuvent le voir des fois. Et aux Antilles, on a... Maintenant, ces barrières commencent à se casser, mais il y avait ce côté un peu les Antillais et puis l'Afrique. L'Afrique, c'est cela. Et moi, comme je suis de père camerounais et de mère guadeloupéenne, donc je me retrouve à être déjà un pont à travers mes gènes directs. Ces codes-là que j'essaie de casser aussi avec ma musique pour justement ramener les choses un peu dans le bon sens et qu'on se reconnecte avec nous-mêmes parce qu'il y a un gros problème aussi identitaire. Et je pense que c'est ça aussi qui est aussi un vecteur aussi de toute la violence qu'on peut entendre dans les îles. Il y a beaucoup de frustration. Voilà, on ne se reconnaît pas, on n'a pas conscience qu'il y a eu dans notre histoire un Samori Touré ou tout ça, ou tu vois, ou un Mansa Moussa, ou toutes ces choses qu'on ne nous a pas appris à l'école. Donc c'est toutes ces choses qui nous décomplexent aussi. Donc on essaie d'en parler dans nos chansons, aussi de rééduquer avec les différentes informations et les connaissances dont on a accès. On essaie de justement retranscrire ça, synthétiser ça aussi dans notre musique. Pour avoir rencontré pas mal de frères ici qui ont dû justement passer par des sentiers battus pour arriver ici pour chercher bonheur ailleurs ou bonheur, moi je peux comprendre, mais je trouve que justement il y a un travail à faire sur place d'éduquer nos jeunes et à valoriser ce qu'on a et se dire que des fois ça sert à rien de rêver de grands palaces ou ça, même si bien sûr on rêve d'une belle vie, mais penser déjà son comptant de pain et valoriser ce qu'on a et se dire qu'avec le peu qu'on a, on va pouvoir le faire rayonner et lui donner une dimension. Mais si tout de suite on quitte là-bas, on va se retrouver dans des conditions déplorables dont on n'est pas habitué. Le froid, le dédain des gens qui nous regardent parce que bon, on n'est pas de là. Donc le racisme et toutes ces formes de xénophobie et de contraintes auxquelles nous-mêmes on fait face. Moi j'ai des papiers français, j'ai grandi aux Antilles, c'est déjà compliqué. Alors quand on arrive, on n'a pas les papiers, c'est encore plus compliqué. Donc après c'est au petit bonheur la chance, mais tout le monde ne s'en sort pas. Il y en a qui galèrent plus ici et par honte de montrer cette image, ils font croire que ça se passe bien ici, mais il y a plein de frères qui galèrent. On va dans plein de coins, on voit plein de frères qui galèrent, qui zonent. Alors que chez nous, on peut développer des choses, on a de l'énergie, on a la famille, on peut voir comment on peut monter des business en famille, développer ensemble. Et c'est cet esprit-là qu'il faut entretenir. Déjà, je suis très fier de ce que devient la diaspora aujourd'hui, africaine. Moi, je suis africain, en vrai, parce que je suis haïtien. Haïti, c'est l'Afrique. C'est vrai qu'on avait besoin de passeport pour aller en Afrique, parce qu'on est chez nous. Du coup, je suis très fier parce que je vois même au niveau musical, culturel, on s'accepte plus, déjà, et on se donne plus de valeur. Et ça, pour moi, je trouve que c'est une fierté. Et voilà, je suis amoureux de ma culture. Ça veut dire que plus elle va évoluer, mieux c'est. Le but, c'est que voilà, on évolue chez nous. Depuis petit, il faut savoir que j'ai grandi dans la Caraïbe. Malheureusement, dans la Caraïbe française, on ne parle pas trop
de l'Afrique. On te parle de Gaulois, on parle de trop de choses. Moi, j'ai toujours été intéressé et attiré par l'Afrique. Je sais que, écoutez, voilà, je sais d'où je suis, mais je sais que ma couleur, il y a un truc. Et ça, je l'ai toujours su, en fait, en moi. C'est-à-dire, je suis africain, moi. Je suis un roi, moi. Super. Prochaine étape, direction Beaubourg, un temple de la culture pour visiter l'exposition Décadrage colonial. Les lions ne tombent pas, ils glissent. Bon, je ne sais même pas de qui est cette affirmation. Je vais quand même garder ma trottinette malgré tout pour me rendre dans un quartier. Plein qui ne savent pas ça. Une fois qu'ils arrivent ici, ils sont en mode de... C'est-à-dire que dès le départ, pour moi, j'appartiens à une seule et même humanité. Et que le hasard de la naissance fait que je suis né au sein d'un peuple, et pas n'importe quel peuple, avec une histoire particulière, si tant est que, d'ailleurs, pour moi, tous les peuples ont une histoire particulière, mais l'histoire de mon peuple, c'est l'histoire de la déportation, c'est l'histoire de la servitude, donc de l'esclavage, c'est l'histoire de la colonisation, c'est l'histoire de peuples que l'on veut insérer ou en tout cas assimiler à une France qui se dit civilisatrice et généreuse. C'est la loi de départementalisation du 19 mars 1946 et depuis cette date-là, eh bien, l'afro que je suis, mais des femmes et des hommes depuis cette époque-là se battent pour une égalité réelle dans un pays qui est le leur de fait, qui est la France. Parce que la France, elle a une histoire, elle a une responsabilité énorme dans tout cela. Responsabilité parce qu'elle fut esclavagiste, responsabilité parce qu'elle fut une France colonialiste, et que tous les résidus de ces imaginaires-là, c'est-à-dire nous sommes supérieurs aux autres, eh bien on peut les entendre tous les jours sur des émissions dites d'information où le racisme, la xénophobie et toutes sortes de rejets de l'autre s'expriment. On peut le lire également à travers des écrivains, je pense à Houellebecq, mais il y en a tant d'autres, des journalistes, des intellectuels. Et la France, j'aime à dire que la France ruse avec les principes qu'elle a édictés et qu'elle veut imposer au reste du monde. Mais moi je trouve que la France, elle est juste à une croisée des chemins. C'est vrai que l'histoire peut se répéter en termes de crimes contre l'humanité et des choses comme ça. Mais on est aujourd'hui à un moment où vous avez des gens qui résistent à ça, qui se refusent de voir la France telle qu'elle est. Parce qu'en réalité, la diversité ethnique, religieuse de la France, c'est la somme de son histoire. Tout ce que les femmes et les hommes demandent, c'est de pouvoir élever dignement leurs enfants, de ne pas, qu'on ne te traite pas de sale noir parce que pas de sale musulman, qu'on ne te traite pas. C'est tout ce que les gens veulent. Et la loi ne sont séparatistes et communautaristes que ceux qui refusent de voir la France avec sa diversité culturelle, cultuelle, sa diversité ethnique. Le nom de famille de Bonheur, écoute, j'ai souvent voulu savoir un peu d'où ça venait. C'est un peu compliqué de remonter aussi loin. Après, malheureusement, il y a beaucoup l'histoire de l'esclavage qui revient, évidemment. Donc, les noms qu'on associait en fait aux esclaves qui reprenaient leur liberté. Donc, il se peut que ça vienne de là. Peut-être que mon ancêtre esclave peut-être était toujours de la bonne humeur, ou était toujours la bonne heure, ou peut-être mettait du bonheur dans le foyer, j'en sais rien. En tout cas, ça pourrait venir de là. J'ai jamais eu d'explication réelle. En tous les cas, c'est vrai que mon nom de famille influence beaucoup mon énergie, influence beaucoup ma philosophie de vie. Je me rappelle, ma mère plus jeune me disait toujours tu peux pas être méchant avec les gens, tu peux pas pleurer, tu peux être triste parce que tu t'appelles Marvin Bonheur, donc tu dois toujours être positif. Si je me posais pas forcément la question, j'étais noir avant tout. Je me posais pas plus de questions. Alors oui, je savais que j'étais antillais.
ce rapport à la diaspora africaine au sens large, c'est des questions qui étaient toujours un peu floues, on n'a pas vraiment d'explication quand on est plus jeune, et puis on ne sait pas d'où exactement, c'est quelque chose que j'ai un peu recherché sur mon île. Donc d'après l'histoire, on viendrait beaucoup du Congo, Cameroun et Côte d'Ivoire. Donc c'est de là en fait que les ports, en tout cas les esclaves partaient des ports en fait pour aller vers les Antilles. Donc ça me donne déjà une attache avec le territoire. Aujourd'hui, je me placerais plus comme caribéen que africain, sans enlever le fait que ça soit, pour moi, c'est tout à fait rattaché. Mais il y a cette histoire caribéenne dans le sens où aujourd'hui, en tout cas même dans mon travail, j'essaie de me focaliser sur cette question-là parce que c'est aussi une question qu'on n'appuie pas assez, je trouve, l'histoire caribéenne, qui est l'histoire africaine initialement, mais qui en fait est la suite et tous les résultats de l'esclavage et des colonies. Donc il y a toujours cette connexion avec l'Afrique, mais en même temps il y a une espèce de métissage qui fait les Caraïbes et qui est aussi très belle. Et moi aujourd'hui je suis à ce stade-là. Je suis vraiment sur essayer de mettre ça en avant, de comprendre que nous sommes des Africains métissés culturellement. Et que ça aussi c'est une histoire et que autant l'Occident doit le comprendre que les Africains d'Afrique aussi doivent comprendre aussi cette histoire caribéenne. Parce que c'est une double peine en fait. C'est une peine de ni être occidental, ni être africain, pas savoir ce qu'on est en tant que caribéen. En fait, c'est surtout pour les Antilles françaises, c'est un peu flou. Et c'est quelque chose qu'aujourd'hui j'essaie de mettre plus en lumière en fait, qu'on se retrouve, qu'on sache qui on est, d'où on vient, d'être fier d'où on vient, d'être fier de ce qu'on est devenu, pourquoi mes parents ont cette culture-là. J'ai fait un documentaire sur la ville de Détroit il y a 2 mois, donc un peu plus de 2 mois, il y a en novembre dernier. Et c'est dans ce cadre-là que je les ai rencontrés, ils m'ont présenté la ville de Détroit comme personne ne peut voir Détroit, je pense, sans eux. Et j'ai eu envie en fait de leur montrer aussi, moi, ma vision de Paris, mon Paris à moi, l'environnement dans lequel je grandis, dans lequel je m'épanouis et dans lequel je crée en fait. Ce que je dirais, le message que je passerais à notre diaspora, c'est de encore plus s'unir. L'histoire a fait qu'on a été très divisés, que ça a des répercussions. Je pense qu'il ne faut pas forcément toujours culpabiliser par cette division qu'on a entre nous parce qu'on n'est pas forcément responsable. On sait que l'histoire a fait qu'on a l'impression d'être si différents et d'être loin. Moi, c'est pas comme ça que je ressens les choses. J'ai grandi avec plein de diasporas différentes. Pour moi, ma diaspora, en fait, c'est tout simplement les gens qui font partie du même monde économique que le mien. C'est-à-dire que ceux qui ont grandi en banlieue, ceux qui ont grandi sans avoir forcément des parents qui avaient les moyens de leur donner toutes les opportunités, ceux qui travaillent, ceux qui se lèvent tôt le matin. Malheureusement, les diasporas afro-caribéennes et même d'autres, on fait partie de ces diasporas qui n'ont pas forcément eu l'avantage dans la société. Pour moi, le message que je passerais, c'est soutenons-nous les uns les autres au plus possible. Essayons d'effacer ces murs que les Occidentaux, les colonies, l'esclavage a pu monter en fait, entre nous. Brisons ces murs-là et reconstruisons d'autres murs en fait, autour de nous pour pouvoir encore faire revivre cette richesse qu'on a en nous en fait. Un matin ensoleillé, il fait beau, même si la fraîcheur dicte encore sa loi. Je suis venu découvrir un bâtiment, magnifique édifice regorgeant des secrets consacrés à mes frères arabes. Pour la suite, le jour va s'assombrir, pas parce que le soleil ne brille plus, mais parce que les rencontres à venir anticipent la tombée de la nuit dans mon esprit. Alors l'Institut du monde arabe, c'est un lieu un peu unique dans le monde et même donc du coup aussi en Europe. En fait, il faut réfléchir ça comme une grande maison des cultures arabes parce qu'il y a un musée, il y a la plus grande bibliothèque d'Europe en langue arabe, mais aussi sur les thématiques en lien justement avec la géographie aussi bien Maghreb que Mashrek. On dit souvent que la vie est un long fleuve tranquille, mais ce qui suit
va vous faire déchanter. Nous, l'idée, c'est qu'en fait, on ne laisse pas des mineurs livrés à eux-mêmes dans les rues de Paris. Alors, on ne fait pas que ces distributions, puisqu'en fait, c'est un peu prétexte après pour pouvoir accompagner sur autre chose que juste donner à manger. On fait des vestiaires pour les habiller, on fait des collectes, évidemment. On fait de l'hébergement quand on peut. Des plus jeunes, des plus fragiles, des plus longtemps à la rue, dans des lieux collectifs ou chez des gens, enfin comme on peut. Voilà. D'accord. Donc, on fait de l'hébergement, on fait de l'accompagnement juridique et administratif pour les papiers, on fait des sorties, on fait des ateliers artistiques, enfin en fait on fait tout ce qu'on peut pour couvrir tous leurs besoins. Kononi ko hande ka onnen ɗon meɗen yi association ɗi no ari no kori on ñamete no cordon jus ndiyam siɗi association ɗi okkorali on konno ñamirton e konno heɓirton ka wono wono ɗi association ji ɗo si ɗi okkoral men komin ñama en fait ɓe walla men komin walo ara ala fus men mara possibilité komin waɗa ok fus ala gollude reyondi tout ala yaade école kadi onti ala yaade école kadi ala ekkitade métier fus mon onti ala waddita ok. Moi, ça fait 1 mois et demi je suis là. Ok. Oui, mais je me suis retrouvé dans cette situation, mais j'espère qu'un jour ça va aller, oui. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu as quitté la Guinée? Bon, j'ai quitté la Guinée, ça fait au moins une année. Une année? Oui. Et durant toute l'année, il n'y a que 1 mois et demi que tu es en Europe. Pendant tout ce temps, tu étais dans... J'étais entre l'Algérie et le Maroc, parce qu'en Algérie, j'ai fait plus que 5 ou 4 mois. Oui. D'accord. Voilà, et qu'est-ce que tu faisais à Conakry avant de décider de prendre la route de la Méditerranée? Bon, moi, à Conakry, j'étais un conducteur de moto. D'accord. Ouais, j'ai commencé à conduire la moto, de taxi-moto. Du coup, il y avait beaucoup de mes amis qui sont déjà en Europe, en France et partout en Allemagne. Bon, elle m'appelait, on parlait, puis il y a d'autres qui étaient en Algérie, on m'a encouragé aussi de dire ouais, il faut venir ici, l'avenir se trouve ici. Mais du coup, je suis venu, je vois la réalité au fait. C'est la désillusion. Ouais, vraiment. Mbi hewtuɗa leɗɗe portoɗo kon no tawirɗa kono sikkirnoɗa noon ka tu es un peu déçu. En fait on tino miijorno noon ko pays ha ko yalti ko laawol no miijorno no Europe no wayre ɓa on tari na noon tawiri hen tu vois en fait c'est bizarre quand même surtout quoi parce que a miijoto ɗo a nana Europe mais so woni a hawti en fait na no miijornoɗa noon na noon tawirta a tawa kay ko sattirɗi goo tawta kay ga ko. Ce que eux racontent, c'est que quand même, ils ont le sentiment qu'en France, ça va être merveilleux. Ouais. Donc moi, je leur dis souvent, il faut arrêter de dire que en fait, la France, c'est un Eldorado, il faut arrêter de faire des selfies devant la Tour Eiffel, parce qu'en fait, la conclusion, c'est que la France, aujourd'hui, vous accueille très mal, et qu'une fois que vous êtes là, s'il n'y a pas les assos, en fait, il ne va pas se passer grand-chose pour vous aider, quoi. Ouais. Donc, il y a beaucoup de Guinéens. C'est un phénomène qu'on voit, ça, depuis maintenant plusieurs années. Et je serais très curieuse moi-même de savoir ce qui se raconte en Guinée. Hande so tawi ɗa mari ko yewta ɓe koye payi ko woni ko koye laginanti faalaɓe ardude ga et puis faalaɓe ƴettude ngol laawol ngo ƴettunoɗa kono marɗa ko yewtaɓe? On ti quand même ko mari ko yewta ɓen noon en fait on ti anana Europe anani inde mum nden ta tawa no foti hen sikka tout va bien mais quand même sa ari ga tawa kay ko sok mango on ton surtout mangore ɓe onti wonɓe Maroc wano ɓen noon onti junneɓe courage fino ɓe natira hen tu vois mais ɓe wano ko pays tawi ɓe jogui golle moƴƴuɗe en fait ɓe jogui procédure koɓe suivata tawa wawi par ce que Europe ɗo hay jangguɗa laggine ko meya ga enda sa ari ɗo wonante retard kay toujours tu vois par ce que nano mijorɗa noon tawirta kadi par ce que ara ɗo acca gorejo ma laggine o jokkuɗo procédure
ɗo anga hettude ligne ma on a fuɗɗoɗa golle ma gayna métier ma on a tawa toujours no may retard tu vois on ti ko wawi ko haalangol ɓen noon yoɓe courage ɓe jokka golle maɓɓe ɗen toujours mais ɓe wonɓe ko laaw yoɓe courage kamɓe kay ɓe naata ɓay déjà ɓe ɓuuri ɓe waɗi départ maɓɓe on tu vois parce que on ti nandi quand même no fiɗɗir noon a naati kañum kay quoi. Moi, j'ai juste envie de dire à ces familles, parce que moi-même je suis maman, que y a des gens et qui peuvent compter sur les gens de l'autre côté pour les accueillir et les considérer comme leurs enfants, mais qu'en même temps, il y a vraiment des gros risques qui doivent être sous-estimés et que c'est difficile pour eux et que je pense moi intimement et au fond de moi que quand on est loin de son village, de sa famille, de ses amis, la vie est de toute façon difficile. Et quelles sont tes ambitions? Tu rêves, quels sont tes rêves les plus grands, les plus fous aujourd'hui? Moi, mon rêve, c'est d'avoir pris en charge pour le premier position et commencer l'éducation. Après, faire la formation, après faire mon formation et retourner en Guinée investir. C'est ça mon rêve, oui. Ok, si tu avais l'impression qu'aujourd'hui, ta mère est devant toi, qu'est-ce que tu as envie de lui dire aujourd'hui, ta maman? Bon, si ma maman était là aujourd'hui, je dis vraiment, Je sais que tu es touché, mais vas-y, essaye de dire qu'est-ce que tu voudrais lui passer comme message aujourd'hui à ta maman si elle était en train de nous regarder aujourd'hui. Ce que je suis en train de dire, c'est justement, je suis vraiment content. Je prie Dieu qu'il te garde. Puis, prie pour moi aussi. Oui. Tu demandes ses prières, sa protection. Oui, sa protection, sa prière, tout. Merci X et bon courage. Merci vraiment, frérot. Des jeunes mineurs isolés, venant de Guinée, Sénégal, Côte d'Ivoire et autres pays africains. J'ai été marqué à jamais. Ce poids lourd sur le cœur, cette joie que je remarque dans leurs yeux en me voyant. J'étais comme leur sauveur. Pas parce que je pouvais faire grand-chose, mais juste le fait de revoir quelqu'un qu'ils connaissent et qui vient de leur pays les réconfortait. Visiblement, ils étaient perdus, désenchantés, sans pour autant perdre espoir. C'est une véritable école de la vie. À la rencontre de ses frères immigrés, j'ai perdu le sourire et l'appétit. Je suis resté pensif le reste de la journée. Un ami m'a donc conseillé un grec, l'un des meilleurs de la ville, chez les 4 frères Bédri. Entre peine, remise en question, désillusion, une bataille s'était déclenchée en moi. Je suis comme mentalement épuisé. Par la fenêtre du taxi, j'observe les belles lumières de Paris. Cette capitale de France, cette France qui a vendu du rêve à des jeunes en difficulté. Comment a-t-elle pu faire une chose pareille? Est-ce une trahison, un coup bas, ou est-ce juste de la naïveté de la part des Africains? Ils ont dû peut-être faire confiance à la mauvaise personne, au mauvais endroit.
J'ai certes rencontré ceux qui ont pris leur courage à deux mains pour réussir, mais ceux qui n'ont que leurs yeux pour pleurer sont les plus nombreux. Que devient la France? Que deviendront tous ces immigrés? De la musique gospel pour me redonner le sourire. Je vais désormais rencontrer un ancien qui tient un restaurant depuis 30 ans, Lamine. Il confirme les craintes que j'avais eues auparavant, mais également il apporte une touche d'espoir. Quand je vois mes frères africains qui sont là, il y en a qui dorment dans la rue, il y en a qui sont là, ils ne savent pas comment faire. Ouais. Ah, pourtant, pour venir ici, là, ils ont souffert pour venir ici. Moi, tout conseil que je peux leur donner, c'est mieux qu'ils restent au pays. Okay. On essaie de se débrouiller là-bas. Moi, c'est mon avis. Hein. Il y en a quand même là, ils sont venus. Actuellement, je les vois. Ouais, franchement, ils sont là. Ils sont mariés, ils ont des enfants. Ils ramènent l'argent à leur famille, au pays. Franchement, c'est un plaisir. Depuis qu'on est là, franchement, tous les pays, hein, je ne dis pas que la Guinée, hein, tous les pays d'Afrique, ils viennent tous ici pour manger. C'est un endroit où on se retrouve tous ici, les Africains, à Paris. En plus, c'est exactement comme à la maison. C'est une illustration parfaite qu'on peut trouver à la bouffe de chez nous ici à Paris. C'est très bon. Juste son piment là. Le Field, c'est une scène ouverte qui propose un espace à tout type d'artistes, magiciens, chanteurs, rappeurs, humoristes, slammeurs, pour s'exprimer. Et notamment ce soir, on a eu la chance d'avoir le slammer de l'ombre. Eh bien moi, quand j'ai mal, je verse mes larmes amour sur une feuille. C'est la seule chose qui peut me consoler et me garde seul, même quand je suis en deuil. C'est ma pause, ma dose, ma rose, mais aussi mon mausolée. Alité dans un hosto, mon slam est le remède qui te guérira. Calme-toi, orphelin, il remplacera maman quand elle s'en ira. Je ne suis qu'un maître de la parole, tu sais, t'es pas obligé de me croire. Je ne suis qu'un être qui se colle à son rôle, un être forgé par tous ces mots de son terroir. En moi, j'ai ce slam.
la peau foncée, cheveux crépus, être humain originaire de l'Afrique subsaharienne. Voilà ce que je suis, où que je sois, quoi que je fasse. Sous les lumières, je pourchasse mon passé sombre pour mieux éclairer mon présent. Sous l'ombre de la lumière, j'essaye de blanchir mes envahisseurs. Le temps, lui, il court. Mais à présent, moi aussi, je cours. Je courrai, et cela sans arrêt. Paris, ville de lumière, ville d'hospitalité, véritable ville cosmopolite. Nous avons donc fait l'état des lieux, nous avons rencontré cette diaspora noire et celle du monde arabe. Et ensemble, on a vécu des moments inoubliable. Et cette diaspora n'est pas que celle qui se morfond, celle qui se plaint, mais c'est aussi celle qui crée, celle qui, à travers l'entrepreneuriat, arrive à faire de belles choses, même si quelquefois elle a eu plein de questionnements qui sont restés encore suspendus sans aucune réponse. Nous avons quand même été ravis de rencontrer de véritables visages de cette communauté du monde, qu'on peut appeler comme ça, des gens qui ont su nous faire comprendre qu'il y a encore de l'espoir, de l'ambition et cette volonté de bien faire les choses dans les années à venir. D'ici là, nous allons rester de bonne foi et continuer à faire comprendre aussi au monde entier qu'aujourd'hui la France n'est pas l'Eldorado qu'elle a été les années précédentes. Et elle peut quand même rester un endroit où nous pouvons venir créer, construire, améliorer des choses pour l'humanité tout entière. Et voilà ce qu'on avait à partager avec vous dans cette émission.